Alors ça fait des années que je gagne ma vie en tant que trader et des connaissances, tu peux imaginer que j'en ai beaucoup et certaines plus complexes que d'autres. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais à un ami qui ne venait pas, disons, du monde de la finance et que j'essayais d'expliquer comment j'arrivais à retirer des profits des marchés financiers, comment je réussissais à faire partie du petit pourcentage de traders rentables et ça depuis des années et des années et des années. Évidemment, je m'embarque pas dans des explications très complexes, etc. Et je me suis rendu compte que souvent, je simplifie ça en une astuce psychologique qui résume assez bien finalement ma façon de trader et de manière générale la façon de trader des top 1, top 2% des traders qui ont vraiment des résultats importants. Et donc tu verras à travers cette vidéo, mais cette astuce psychologique, cette allégorie, tu vas comprendre pourquoi, c'est quelque chose que j'applique à chaque position que je prends et c'est vraiment un shift mental qui va te permettre de comprendre un petit peu ce qui différencie la grande majorité des traders à ceux qui font finalement vraiment de l'argent sur les marchés et ça sans rentrer encore dans trop de la complexité ou du jargon financier que pas beaucoup de personnes comprennent. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter justement cette fameuse astuce et on va terminer cette vidéo avec un exemple de trade réel. Alors je n'ai pas du tout choisi un trade sur lequel j'ai pris un maximum d'argent, vraiment c'est un trade un peu X, on s'en fout, mais plutôt pour que tu comprennes cette allégorie psychologique sur un marché réel, donc pour que tu aies la théorie et la pratique. Donc reste bien jusqu'à la fin. Alors je veux que tu penses à la hiérarchie des traders retail sous la forme de cette pyramide, d'accord? On va d'abord commencer par le bas, par le gros du panier, qui est donc ce que j'appelle la masse. Alors pour moi, la masse dans les traders retail, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les traders qui n'ont aucune compréhension finalement de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qui est en train de se passer sur les marchés. Et tout ce qu'ils ont, c'est des bases de géométrie et ils essayent de dessiner des patterns, des lignes, etc. en pensant que ces certaines lignes, ces certaines formes géométriques pourraient avoir un pouvoir de prédiction future et c'est ce qui leur permettra d'être rentable. Flash news, la masse n'est pas rentable. En crypto, on pourrait plutôt appeler ça le exit liquidity, d'accord? C'est vraiment le bas du panier, mais malheureusement, c'est une grande majorité. Ce sont les personnes qui n'ont aucune réflexion et qui finalement ne se rendent même pas compte, mais font ce qu'on appelle du gambling. Donc ils sont là à parier leur argent exactement comme au casino. Donc c'est-à-dire que quand ils rentrent sur le marché, honnêtement, ils ont 50-50% de chances de soit gagner, soit perdre. Comme je t'ai dit, généralement, ils vont essayer de dessiner des lignes et de prendre une position et à voir si ça monte, si ça descend. Si ça monte, si ça descend, ils n'ont aucune idée pourquoi. Juste, ils croisent les doigts, ils espèrent potentiellement faire un profit. Mais donc, comme je te dis, c'est du gambling 50-50. Ça, c'est sur un trade. Sauf que sur 100 positions, en plus de ça, ils ont une psychologie de merde. En plus de ça, ils n'ont pas de money management. Donc, à la longue, c'est 100% de perdants. Maintenant, au-dessus de cette masse qui représente donc pour moi 60% des traders retail, on a les traders moyens qui représenteraient environ 38% de ce marché. Les traders moyens, eux, ont déjà une meilleure compréhension du marché. Donc je dirais qu'ils participent réellement au marché. Les traders moyens ont tendance à réagir à ce qui se passe, à regarder les annonces, peut-être prendre une position à la suite de ça, en fonction de ce que l'annonce nous a donné, en fonction de ce qui est dit sur les marchés et de manière générale, le trader moyen qui, comme tu l'as bien vu, représente quand même une minorité par rapport à la masse, cherche à trader de manière générale ce que le prix va faire. Ils se mettent indirectement en bataille contre le marché. Et si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que tu fais partie de ces 38% de traders moyens qui, comme je te dis, sont en constante bataille contre le marché. C'est eux contre les graphiques, c'est eux contre les marchés. Et généralement, ces traders moyens, ce sont des traders break-even ou alors des traders rentables, mais avec une très petite rentabilité et disons, ça ne mène pas à grand-chose. Mais ensuite, au-dessus de la masse, au-dessus des traders moyens, on a vraiment le haut du panier, la crème de la crème, ce que j'appelle les A-players. Alors ces A-players sont des traders qui ont des connaissances généralement encore plus poussées et plus variées, donc de la finance dans sa globalité, de la macroéconomie, de la géopolitique, de plusieurs types d'actifs, des commodités, des obligations, des monnaies, des thèmes psychologiques, quantitatifs. Mais ce qui différencie réellement ces A-players des 98% des autres, c'est qu'ils ne cherchent pas à trader ce que le prix va faire. Ils vont chercher à trader ce que les autres vont faire. En fait, je veux que tu le vois un petit peu comme une matrix. Comme je te dis, 98% vont finalement avoir des œillères et se concentrer sur ce qui est devant eux. Alors que les 2%, eux, sont derrière encore et regardent la globalité de ce que font les autres. Et en fonction de ce que font les autres,
vont décider ce que eux, ils font. Donc un concept psychologique qui pourrait représenter ça, ce serait l'allégorie de la caverne de Platon. On voit ici la majorité des traders qui se concentrent sur ce que le marché est en train de nous donner, d'accord? Ils voient ça presque comme un film et sont omnibulés par ce que le marché fait. Il monte, il descend, etc. Où est-ce que va aller le prix? Et ils sont focalisés sur ça. Où est-ce que va aller le prix? Il faut qu'on devine où va le prix pour gagner de l'argent. Et ici, tu vas avoir les A-players qui ont, alors oui, une vue de ce qui se passe, les prix, etc. Mais surtout, ils ont aussi une vue de ce que font les autres en fonction du prix. Et c'est là qu'est toute la différence. Les traders A-players, au lieu de réagir au niveau 1, vont réagir au niveau 2. S'il y a une annonce économique qui sort, ils vont se demander que vont faire les autres personnes à la suite de cette annonce. Si un actif atteint un certain prix, ils ne vont pas regarder le fait que cet actif ait atteint ce certain prix. Ils vont se demander que vont faire les autres maintenant que le prix de cet actif a atteint ce certain prix. Quand on arrive dans des moments de saisonnalité assez forte, ils vont se demander que vont faire les personnes pendant cette période de temporalité. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et suivant ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que les gens vont sûrement faire? Elle est là la vraie question. Et c'est seulement comme ça que les A-players ne sont pas en bataille contre le marché. Non, les A-players sont le marché parce qu'ils le comprennent. Ils ne sont pas là à essayer de combattre le marché et c'est eux contre les graphiques et deviner à quel prix. Non, on regarde ce que font les autres. Que font-ils? On essaie d'analyser, de comprendre. Une fois qu'on sait ce que tout le monde va faire, ce que tout le monde pense, quand je te montrais cette pyramide, cette hiérarchie des traders retail, je t'ai précisé des traders retail. D'accord? Là, je ne te parle pas des institutionnels. Mais quand on se demande que vont faire les autres participants du marché, généralement, ce sont les institutionnels. C'est pas la masse et les traders moyens, parce que eux, de manière générale, ils sont à côté de la plaque. Donc, c'est plutôt se demander qu'est-ce que les big players vont faire. Et comme je te dis, réussir à être one-on-one, être un à un avec le marché au lieu de trader contre le marché. Et c'est comme je te dis, quand je parle à quelqu'un qui n'est pas du monde de la finance, que j'ai tendance à simplifier le tout en ce concept assez simple. Et maintenant, pour t'illustrer ça, je vais te montrer une position, un trade que j'ai pu prendre le vendredi 10 janvier à la suite des chiffres de l'emploi américain NFP. Et comme tu peux voir, ce jour-là, on attendait les chiffres d'emploi américain, donc données économiques extrêmement importantes avec le average earnings, le non-farm payroll, donc combien de nouveaux emplois ont été créés pour le mois de décembre et le unemployment rate, donc le taux de chômage, d'accord? Euro-dollar, lui, était en petite tendance baissière en début de semaine. J'ai essayé d'ailleurs de vendre sur ces niveaux-là, mais mes positions de vente n'ont pas été exécutées, donc je n'étais pas dans la position. C'est pas très grave, mais tu peux voir que les derniers 2 jours avant la sortie des données d'emploi américaines, on a vu un range. Donc, comme je te dis, un range depuis 2 jours, car tout le monde attend les données sur l'emploi. Donc, encore une fois, là, si on n'essaye pas de deviner ce que va faire le prix avec les données de l'emploi, non, on se demande. 2 jours avant des données très importantes de la part des États-Unis, qui va aller prendre des gros paris haussiers dollars ou des gros paris baissiers dollars? Dans les big players, dans le big money, personne. Tout le monde va attendre cette donnée. Donc déjà, ce range, il est complètement logique. Maintenant, vient la data à laquelle je m'étais préparé. Je m'étais spécifiquement préparé à une surprise des chiffres de l'emploi d'un point de vue positif pour les États-Unis, ce qui ferait pousser le dollar et donc pousser euro-dollar à la baisse. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a une divergence dans les données macroéconomiques entre les données américaines et européennes, ce qui veut donc dire qu'on a une divergence dans le futur de politique monétaire, des taux d'intérêt entre la BCE et la Fed. Donc globalement, j'ai envie de trader dans cette direction qui était euro-dollar short. À la suite de ça, on a les chiffres de l'emploi qui sortent, non-farm payroll, qui était attendu à 160 000 et les analystes, le range des analystes, on s'attendait à 200 000 grand max. D'accord? Et ici, grande surprise, 256 000 nouveaux emplois aux États-Unis, qui nous montre donc que le marché de l'emploi aux US se porte très bien, ce qui va donc stimuler la croissance et ce qui devrait donc permettre à la Fed de pouvoir potentiellement rehausser ses taux, ou du moins ne pas les forcer à les baisser pour essayer de stimuler une économie. Si le marché de l'emploi se porte très bien, si le taux de chômage est en baisse, d'accord, ici on voit le taux de chômage était à 4,2, il est sorti à 4,1, donc on a une baisse du taux de chômage. Pourquoi aller stimuler l'économie, surtout quand on sait que potentiellement il risque d'y avoir des problèmes d'inflation? Bref, ça pour moi c'était le green light pour exécuter mes positions euro-dollar short. Donc comme tu peux voir, j'ai pu exécuter mes positions euro-dollar short, j'ai eu un petit slippage mais à la limite on s'en fout.
Et comme tu peux voir, l'indice du dollar, donc là ce que je fais c'est une formule pour avoir le Unweighted Dollar Index, lui spike à la hausse, comme ce qui était prévu, et à l'inverse, l'euro lui prend un coup, d'accord? Encore une fois, l'argent qui est injecté dans le dollar, il faut bien qu'il sorte de quelque part. Et si on va dans une monnaie avec une politique monétaire qui serait un petit peu plus hawkish, on va avoir tendance à avoir de l'argent sortir des monnaies qui ont une politique monétaire un petit peu plus dovish, comme la BCE, d'accord? Donc jusque-là, all good. Ça, c'était le vendredi. On est maintenant le lundi 13 janvier et comme tu peux voir, à la suite de cet impact du NFP, on a bien continué à la baisse comme prévu. Donc jusque-là, all good, je suis toujours dans ma position. Maintenant vient le mardi 14 janvier. Alors mardi 14 janvier est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a les données du PPI. Donc PPI, c'est comme le CPI, donc CPI, Consumer Price Index, donc l'indice des prix à la consommation pour les consommateurs. Le PPI, c'est du côté des producteurs, donc Producers Price Index. Donc ça a tendance à venir, on va dire, un petit peu avant le CPI, un peu avant que les consommateurs ressentent l'inflation. Les producteurs ont tendance à le ressentir un petit peu avant. Maintenant, vu que c'est un indicateur qui a tendance à venir un petit peu plus rapidement que le CPI, c'est un indicateur sur lequel on va avoir un petit peu plus de volatilité. Donc généralement, le CPI va avoir une importance un peu plus forte que le PPI sur les marchés. Bref, le mardi, on a ces chiffres du PPI qui sont attendus. Et comme tu peux voir, euro-dollar, lui, pendant la nuit, a corrigé à la hausse. Quand je dis pendant la nuit, c'est pendant la nuit ici au Panama. Parce que juste ici, c'était 8h30. Pour moi, ces données-là sortaient à 8h30 du matin. Cependant, une chose qui est intéressante, c'est regarder les données qui viennent par la suite. D'accord? Pas juste regarder ce qui se passe aujourd'hui et demain, je regarderai ce qui se passe ce jour même. D'accord? C'est regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est censé sortir demain, le jour d'après, dans une semaine, dans deux semaines, savoir un petit peu le contexte dans lequel on est. Et donc là, le contexte dans lequel on était, c'était alors, certes, on s'attendait aux chiffres du PPI qui allaient sortir, mais le lendemain, on avait les chiffres du CPI qui, comme je te dis, ont tendance à avoir un impact un peu plus important sur la variation des prix. Donc comme je te dis, ce PPI-là était la dernière data avant les CPI le lendemain. Donc, pour moi, là, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je vais essayer de trader le PPI? Non, je vais me demander que vont faire les gens. Le PPI qui va sortir va set le mood pour la journée, pour les 24 heures qui suivent jusqu'au CPI. Ça va nous donner une petite indication, même si elle n'est pas forcément vraie, mais du moins une petite indication pour tous les traders et les investisseurs sur ce que pourrait être le CPI. Donc pour moi, le PPI en lui-même, c'était absolument pas une donnée qui était un deal breaker pour le futur du dollar, si on monte ou si on descend. À la limite, on s'en fout un peu. Mais c'est que je comprends, de par le timing et de par le fait que dans 24 heures plus tard, on a le CPI, je comprends que ce PPI, même s'il n'est pas censé être un deal breaker pour les US, va set le mood pendant les 24 heures qui viennent. Et ma position sur euro-dollar, elle est sur un time frame de 30 minutes. Donc, c'est plus ou moins un day trade. Donc, je ne peux pas me permettre de garder une position, alors en plus, surtout si elle est déjà break-even avec un stop qui est assez tight, la garder 24 heures en attendant le prochain CPI avec un PPI qui potentiellement pourrait set le mood d'un point de vue négatif ou positif d'ailleurs. Donc au passage sur le PPI, à quoi est-ce qu'on s'attendait? Sur le headline, donc le PPI principal, le mois précédent on était à 3%, on s'attend à une hausse du PPI à 3,4, d'accord? Donc des pressions inflationnistes. Le PPI sans l'énergie et la nourriture, qu'on appelle donc le core PPI, lui, était à 3,4 et on s'attend là aussi à ce qu'il monte à 3,8. Donc globalement une hausse. Maintenant, les chiffres du PPI sortent. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc comme je t'ai dit, les précédents c'était 3%, on s'attendait à 3,4, on sort à 3,3. Donc l'inflation, du point de vue des producteurs, a bien en effet augmenté. Mais pas autant que ce qui était attendu. Mais c'est vraiment marginal. On ne sort pas, on va dire, des attentes des analystes de manière globale. Donc c'est pas, comme je te dis, c'est absolument pas un game changer, c'est pas une grosse surprise. Le core PPI, lui, est un petit peu plus décevant. C'est-à-dire que le mois précédent, on était sorti à 3,4, on a une révision à 3,5. Et le nouveau mois de décembre, on sort à 3,5. Donc le core PPI, lui, qui reste flat. Donc c'est une donnée macro qui n'est pas positive pour le dollar, mais qui n'est pas non plus particulièrement négative. D'ailleurs, si je devais te le dire, PPI en hausse par rapport au mois dernier, c'est une donnée qui est neutre / négative. Mais quelle a été ma réaction à la sortie de ces chiffres du PPI? Tu peux voir, on a le petit spike et juste ici, j'ai pu sortir de ma position. On a un petit spike, on n'a pas une grosse réaction parce que comme je t'ai dit, finalement, la data, ça va pas nous donner un gros spike comme on a vu sur le NFP qui est une vraie surprise et surtout qui est une donnée encore plus importante, le NFP, que le PPI, d'accord? Cependant, je savais que ce PPI allait set le mood, comme je t'ai dit, pour les 24 heures qui suivent. Donc, je préfère sortir maintenant et au moment du CPI,
On verra. Si on a une surprise du CPI à la hausse, je pourrais toujours essayer de reprendre une position. D'accord? Donc, j'ai pu clôturer ma position à ce moment-là et on voyait assez peu de volatilité. Donc, clôture à la sortie des PPI avec un total de 0,17 R. Comme je te dis, ici, je n'essaye pas de te montrer un trade sur lequel j'ai pris un gros billet. Vraiment pas du tout. C'est presque un de mes pires trades du mois de janvier parce que mon mois de janvier a été vraiment très bon. Mais c'est plus pour que tu comprennes la logique. Et 24 heures plus tard, allons voir ce qui s'est passé. Comme tu peux voir, mes positions sur euro-dollar, donc on a eu ce spike initial, puis après on est revenu, on était là. J'ai pu cut mes positions donc, parce que pour moi ça va set le mood. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en effet, euro-dollar a continué à la hausse pendant cette journée, avec le dollar qui lui a continué à corriger à la baisse, d'accord? On avait ce move initial du dollar avec une petite correction, et juste ici c'était les chiffres du PPI. Comme je t'ai dit, chiffres du PPI qui, à la limite, on s'en fout un petit peu. Les données sont assez neutres. Cependant, si tu te mets dans la tête de qu'est-ce que vont faire les autres, eh bien, vu qu'il reste plus que 24 heures avant le CPI, le mood pendant ces 24 heures va être continuation de la correction du dollar à la baisse, et ça va être le mood. Et comme tu peux voir, si j'avais gardé mes positions, eh bien, finalement je me serais fait stop 24 heures après. Et comme je l'écris, les données n'étaient pas si mauvaises pour le dollar, cependant j'ai réfléchi par rapport à ce que les autres vont faire en vue du timing. Et encore une fois, c'est là la différence entre les A-players et la masse ou les traders moyens qui regardent finalement ce qui sort d'un point de vue littéral, avec des œillères, sans avoir une vraie compréhension de tout ce qui se passe et en plus avoir un recul supplémentaire pour plutôt se demander qu'est-ce que vont faire les autres après cette data. Donc sur ce, j'espère que ce petit tips tout simple va pouvoir t'aider, un petit tips qui, comme tu l'as vu, on n'est pas du tout rentré dans de la complexité, etc., qu'on essaye de garder très simple, mais qui peut réellement faire une différence. Ok, arrête de t'arrêter ici et va chercher un peu plus loin. Chaque position que tu prends, je veux que tu ailles plus loin dans ta recherche, plus loin dans ton analyse, que tu te poses plus de questions. D'accord? Honnêtement, il y a trop de traders qui font pas les choses professionnellement en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Allez, sur ce, c'était Elliot. Ciao.